Devoir de transmission. Nous sommes aujourd'hui le 30 avril 2020, 171 ans jour pour jour depuis que l'Assemblée nationale française prenait la décision, une décision, d'indemniser les colons suite à l'abolition de l'esclavage. Entretien avec Maître Claudette Duhamel, vice-présidente du MIR. Bonjour Maître Duhamel. Bonjour. En effet, après le décret d'abolition de l'esclavage dans les colonies, l'Assemblée nationale française votait le 30 avril 1849 la loi d'indemnisation des anciens esclavagistes dans les colonies. Le principe de cette indemnité avait déjà été acquis par le décret d'abolition du 27 avril 1848 qui, en son article 5, disposait « L'Assemblée nationale réglera la quotité d'une indemnité qui devra être accordée aux colons. » Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi donc le législateur français a-t-il fait ce choix-là? Quel était le fondement juridique d'une telle loi? Et enfin, quelles allaient être ses conséquences dans le rapport entre les blancs créoles, anciens esclavagistes, et les afrodescendants, anciens esclavagisés? Bien que certain nombre d'hommes politiques et d'intellectuels de l'époque se soient opposés à l'indemnisation de ceux qui pratiquaient l'esclavage et qui donc bafouaient les droits humains élémentaires, il se trouva une majorité à l'Assemblée nationale pour voter cette loi. À la lumière des débats houleux qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale française, on se rend compte que les parlementaires se sont déterminés essentiellement en fonction des considérations économiques et politiques. Il s'agissait de maintenir le système colonial dans les colonies qui continuaient à être menacées malgré le décret d'abolition. Mais qu'est-ce qui menaçait d'ébranler le nouveau système colonial français? De nouveau, ce système. La réponse à cette question n'est plus dans la crainte d'une soi-disant révolte des anciens esclavagés, mais dans la menace de sécession des blancs esclavagistes. En effet, ces derniers avaient fait de l'indemnisation un préalable de l'abolition de l'esclavage en 1848, mais le décret d'abolition avait simplement acté le principe de l'indemnisation. De ce fait, l'État français savait bien que sans indemnisation, les colons pouvaient réagir comme ils l'avaient fait en Martinique lors de la première abolition de l'esclavage dans les colonies en 1794, en organisant une sécession de la colonie. En effet, en 1794, le gouvernement français de l'époque, la Convention, avait pris un décret le 2 février 1794 prononçant l'abolition de l'esclavage dans ces colonies sans accorder d'indemnité aux colons. Pour les esclavagistes en Martinique qui avaient eu vent de cette révolte, c'était inconcevable. C'est pourquoi, pour éviter de subir cette première abolition, les colons blancs se sont alliés à l'Angleterre, à qui ils ont carrément livré la Martinique peu avant que le décret d'abolition de l'esclavage ne soit adopté par le Parlement français. Seules les autres colonies vont bénéficier de cette première abolition avant que finalement Napoléon Ier ne décide de rétablir l'esclavage dans les colonies en 1802. Si Haïti, comme nous le savons, parvint à empêcher ce rétablissement de l'esclavage grâce à une lutte de libération victorieuse, en Guadeloupe, les esclaves, après avoir été libérés pendant 8 années, furent de nouveau réduits en esclavage. Ainsi donc, l'État français avait retenu sa leçon, de sorte qu'aucune considération morale, philosophique et même juridique ne va l'empêcher de prendre cette loi d'indemnisation. Et qu'est-ce qui menaçait d'ébranler de nouveau le système colonial français? Sur quel fondement juridique les parlementaires ont pris un tel texte? Dans les débats qui eurent lieu à l'Assemblée nationale, nous voyons que les parlementaires sont à la recherche d'un fondement juridique à cette loi dont l'iniquité est par trop évidente. Comment, en effet, indemniser ceux qui avaient commis un attentat contre la dignité humaine? Devait-il adopter la position juridique des colons, qui estimaient que l'esclavage était un droit de propriété réglementé par le Code noir, que l'émancipation des esclaves était donc une expropriation pour cause d'utilité publique de leurs biens meubles, et donc donnait droit
à indemnisation. Ce n'était pas possible pour les révolutionnaires de 1848, un tel fondement, car il était difficile de le reconnaître, puisque des années auparavant, d'autant que des années auparavant, il y avait une démarche d'émancipation graduelle des esclaves qui avait un petit peu fait bouger le statut. En effet, nous savons qu'une loi de 1845 confère à l'esclavager un statut différent de celui de meuble. Il lui confère le statut de mineur non émancipé. Dès lors, les parlementaires ne pouvaient plus donner comme fondement à la loi l'exercice de quelconque droit d'expropriation. Fallait-il suivre un certain nombre d'autres parlementaires qui pensaient qu'il n'était pas nécessaire qu'il y ait un fondement juridique, qu'il ne fallait pas se préoccuper de ce fondement, que ce qui comptait finalement, c'était l'intérêt général. D'autres proposant même une expropriation pour cause de moralité publique, en estimant que l'État, ayant participé activement à la protection et à la réglementation de l'esclavage, l'encourageant même, devait par conséquent en tirer toutes les conséquences légitimes et indemniser les colons. Enfin, notons quand même qu'un certain nombre de parlementaires, se fondant sur l'équité, proposeront d'indemniser aussi bien le colon que l'ancien esclavagie. Mais, nous le savons, l'Assemblée nationale choisira d'indemniser exclusivement les anciens esclavagistes. Toutefois, elle se gardera de poser formellement comme fondement le principe d'expropriation pour cause d'utilité publique, pas plus qu'elle n'évoquera l'intérêt général. Il en résulte que finalement cette loi n'a aucun fondement juridique clairement exprimé et ne pouvait d'ailleurs en avoir, puisque comme nous l'avons vu, il s'agissait de maintenir la domination des colons sur les Noirs. Tout comme le Code noir, cette loi n'est que l'expression d'une volonté de maintenir les esclavagés dans la soumission aux maîtres blancs. Cela est si vrai que d'ailleurs on voit que les gouvernants français ne vont s'intéresser qu'au sort et au bien-être de l'ensemble des colons, allant jusqu'à accorder, en attendant le vote de la loi d'indemnisation, des aides ponctuelles aux petits colons blancs qui étaient soi-disant ruinés parce que privés de leur cheptel humain. Dans le même temps, nous voyons que ces parlementaires n'ont aucun souci du devenir des milliers d'esclavagés qui sont totalement démunis et vont rester des années durant, après l'abolition, livrés à la merci de leur maître blanc. Quelles ont été les conséquences de ce choix des gouvernements français d'indemniser les criminels au lieu d'indemniser les victimes? Grâce à cette indemnisation, les grands colons vont concentrer entre leurs mains une fortune immense et deviendront très puissants. Et ce, d'autant plus qu'avec l'aide des autorités françaises, ils vont organiser une nouvelle forme d'esclavage dans les colonies qui leur sera hautement profitable. En effet, la France va prendre une série de décrets pour rendre les conditions de vie des anciens esclavagés pires encore qu'au temps de l'esclavage. Ainsi, par exemple, nous avons un décret qui institue le travail obligatoire pour les anciens esclavagés à partir de 12 ans. Toutes les obligations qui seront mises à leur charge seront édictées sous peine de sanctions lourdes, amendes, emprisonnement, etc. À côté de cette nouvelle servitude des anciens esclavagés, les Békés décident de recourir à l'immigration en faisant entrer dans les colonies des immigrants du Congo et de l'Inde liés à eux par un contrat de travail renouvelable. Pour les colons, il s'agissait en fait de marginaliser encore plus les anciens esclavagés en les privant de travail et en diminuant leur salaire. Les Noirs vont s'enfoncer dans une misère atroce qui va durer des décennies. L'État va s'ingénier par ailleurs à rogner les quelques libertés publiques accordées aux Noirs au début de l'abolition. Ainsi, nous verrons qu'au fur et à mesure, seuls les riches, donc les colons blancs, pourront voter. Les Noirs n'ont pas accès à l'instruction, qui coûte alors très cher. 3% des Blancs créoles maintiennent les Noirs
dans une situation de servitude et de domination terrible. C'est cette situation de souffrance qui va être véritablement à l'origine de l'insurrection du Sud en septembre 1870, qui ne peut s'expliquer simplement par la réaction des habitants des communes du Sud et de la Martinique contre la condamnation injuste d'un descendant d'esclavagé, lequel avait réagi à une agression raciste d'un colon. Les éléments relevés prouvent qu'en réalité, les afro-descendants manifestent dans cette insurrection un rejet total du système colonial de domination mis en œuvre depuis le décret d'abolition de l'esclavage. Cette insurrection sera réprimée dans le sang et les insurgés seront condamnés lourdement. Suite à ces événements, l'État colonial français va comprendre que pour éviter une nouvelle insurrection, parce qu'il faut vous dire qu'à cette époque, les affranchis, puisqu'ils avaient un statut d'affranchis, exigeaient une libération totale et surtout de s'emparer des terres des Békés et l'instauration d'une république indépendante. Il fallait faire cesser cette situation qui maintenait d'autant plus que les afro-descendants étaient dans un système quasi esclavagiste. Pour faire taire toute revendication, l'État français décida de renforcer le système créole via notamment le système éducatif et la mise en avant d'un certain nombre de concepts destinés à semer le trouble, tels l'égalité des droits avec la métropole, etc. Tout cela en permettant aux blancs créoles de continuer sa domination économique et sociale. La question de la terre qui avait été soulevée par les insurgés fut totalement occultée, et l'est toujours d'ailleurs. Grâce au développement du système créole mis en place par le colon, on a demandé aux afrodescendants d'oublier qu'ils étaient, d'oublier le calvaire qu'ils venaient de subir et d'adhérer au système de valeurs du colon qui leur assignait la qualité, le statut de sous-humain, d'affranchi, soumis au modèle sociétal du colon. Vous aurez compris le caractère néfaste qu'ont eu pour les afrodescendants tant le décret d'abolition du 27 avril 1848 que la loi d'indemnisation des Békés du 30 avril 1849. En effet, ces textes ont encore des conséquences terribles qui impactent le vécu des afrodescendants. Il suffit de voir avec quelle facilité, quel mépris les blancs créoles ont empoisonné les afrodescendants avec le chlordécone, estimant que leur monoculture d'exportation de bananes était bien plus important que la vie de ces derniers qu'ils considèrent toujours comme des sous-humains. Alors, Maître Claudette Duhamel, nous arrivons à la fin de cet entretien qui s'inscrit dans le cadre d'un programme intitulé Devoir de transmission. Ce programme, dans le cadre des journées des mémoires de la traite négrière de l'esclavage et de leurs abolitions, confinement, déconfinement, vous avez été précédé le 5 mai par le professeur Louis Salamolins, l'auteur de Le Code Noir ou le Calvaire de Canaan, l'exhumateur du Code Noir. Et le 6 mai, nous avons eu Rosa Amélia Plumel-Urubé, l'auteur de La Férocité Blanche, des noms blancs aux noms ariens. Demain sera le tour de Maître Monotouka avec le thème La décréolisation, condition de la libération, demain, 8 mai. Et pour clôturer, le 9 et 10 mai, il y aura un documentaire qui retracera un long cycle de marronnage avec pour titre Le Sacre des Marrons. Alors, pour ceux qui ont entendu parler du convoi pour les réparations ou qui entendront parler de ce convoi pour les réparations, parce que le convoi s'est même déplacé jusqu'en terre d'Afrique, Maître Claudette Duhamel était là au tout début avec Garça Malsa que vous voyez en photo avec moi. Et donc le convoi se poursuit. Maître Duhamel, on vous a retrouvé aussi au Parlement européen en 2013. Excellente intervention au Parlement. Je vous ai rencontré, j'étais avec Rosita d'Estival à Paris pour une interview autour d'un drapeau esclavagiste en Martinique. Il y a d'ailleurs une vidéo en ligne. On vous a retrouvé en 2016 à Nantes, dans l'ancien premier port négrier de France, avec d'autres militants de Nantes, des Marrons. Alors, Maître Duhamel, vous faites partie d'un mouvement de libération, vous faites partie d'une association qui milite pour la réparation.
comment voyez-vous la sortie de ce système mortifère? Pour nous, il est urgent et nécessaire de rétablir la vérité et la justice bafouées à de multiples reprises par l'État colonial dans toute sa législation concernant la situation des Africains, que ce soit la traite, la réduction de l'esclavage, les abolitions, l'assimilation et puis la créolisation. C'est sur nous, les descendants des esclavagistes et toujours victimes de l'arbitraire des Blancs créoles, que repose désormais la mission de manifester la liberté. Si nous voulons que la justice et l'humanité adviennent, nous devons nous engager résolument sur le chemin de la réparation. Si la route peut sembler longue et semée d'embûches, au bout, il y a la vérité de l'humanité.